Alors, l'établissement d'un droit et d'une justice militaire en Europe pendant l'époque moderne, qui, grosso modo, prit son départ dès le XVIe siècle, se produisait sous forme d'un procès de transfert culturel et de savoir extrêmement vif et international. Ce transfert étant lié plus ou moins directement aux circulations des gens de guerre en Europe moderne, les sciences historiques, l'histoire politique et militaire ainsi que l'histoire du droit n'ont pas ignoré cet aspect d'échange international. Au contraire, elles ont reconnu en établissant un modèle en conformité avec l'image de soi de l'État national du XIXe siècle et sorti des présupposés de celui-ci. Ainsi, selon l'historiographie allemande, le droit de guerre introduit pendant le XVIIe siècle et les institutions de la justice militaire correspondantes seraient été modelés d'après l'exemple suédois, celui-ci soi-même étant un résultat des réformes militaires proposées par Maurice d'Orange à la fin du XVIe siècle. Comme j'espère pouvoir vous montrer dans ma contribution en évoquant quelques exemples, le procès de diffusion des savoirs en droit militaire et, résultant de cette diffusion des institutions de justice militaire, en réalité se présente beaucoup plus varié. Selon cette interprétation traditionnelle, la France, où s'était développée une justice militaire dépendante du pouvoir royal dès le XIIIe siècle, poursuivait, si l'on veut bien accepter l'expression, une forme de Sonderweg. La plus grande différence à la plupart des autres puissances armées fut notamment qu'il manque l'office de l'auditeur, respectivement de l'auditeur général, introduit dans la plupart des armées européennes au cours du XVIIe siècle. Tout de même, les réformes de la justice militaire du XVIe et XVIIe siècle, notamment l'introduction des conseils de guerre dans les années 60-30 et 60-40, s'orienter au modèle d'autres puissances respectivement armées. Je vais alors procéder en vous évoquant trois exemples ou bien trois axes de l'argumentation. C'est premièrement l'établissement de l'office de l'auditeur général en Europe, brièvement, et puis l'introduction des conseils de guerre en France, et troisièmement, la formation d'un savoir professionnel en justice militaire. Là, je centre sur l'Allemagne et le Saint-Empire plutôt. Alors, au premier point, l'établissement de l'office d'auditeur général en Europe. Au XVIe et dans les premières décennies du XVIIe siècle, dans la plupart des armées européennes, la justice militaire dépendait des chefs des unités, en général des colonels ou des capitaines qui, en même temps, étaient les propriétaires de leur régiment ou compagnie. La fonction d'un officier de justice dans cette époque fut remplie généralement par un prévôt, Schultheiss en allemand. Et c'est un peu pareil à l'époque au XVIe siècle en France où il y a les prévôts des bandes nommés d'après les unités d'infanterie créées par François Ier dans la première moitié du XVIIe siècle. À partir de la guerre de 30 ans, plus ou moins, dans quelques cas après la guerre, quand il fut créé l'armée permanente dans les territoires allemands, on a changé ce système en introduisant des auditeurs. Ce furent des juristes de formation qui menaient les procès et supervisaient les procédures, mais ils ne jugeaient pas eux-mêmes, la juridiction toujours étant exercée par les chefs militaires. Donc c'est seulement qu'ils guident vraiment les procédures, mais là, la peine à la fin juge, ou sur les peines juge le colonel. Pour cette raison, c'est-à-dire pour avoir un peu plus d'importance, d'influence sur la juridiction militaire, les princes
où un grand nombre de princes et souverains établirent au cours du XVIIe siècle l'office d'un auditeur général, juriste lui aussi, qui avait la fonction de surveiller la justice militaire dans une armée ou un territoire et de contrôler les auditeurs des régiments. Contrairement à l'opinion de l'histoire de droit militaire allemande, qui date du 19e ou du début du 20e siècle en général, et pour ça est sortie elle-même d'une tradition historiographique prussophile et protestante, l'office d'auditeur général, alors contrairement à cette opinion, l'office d'auditeur général ne fut pas introduit pour la première fois par le roi de Suède, Gustave Adolphe, mais par les autorités espagnoles à Bruxelles, déjà vers la fin du XVIIe siècle. La Suède, qui copia l'introduction de cette charge, ne l'introduit qu'en 1621 et l'amenait au Saint-Empire par les territoires conquis pendant la guerre, d'où celle-ci se répandit dans les territoires allemands, protestants aussi bien que catholiques, et puis même dans l'Empire russe aussi bien que dans nombre d'autres États. Donc vous voyez, ça commence aux Pays-Bas espagnols, puis avant la guerre de 30 ans, cet office est introduit par le roi de Suède. Et puis, pendant la guerre, où les Suèdes arrivent au Saint-Empire, ils introduisent leurs droits de guerre, leurs articles de guerre, et avec ça, leur système d'institution de justice militaire. Et pour la guerre à la suédoise, ça a une importance extrêmement grande, puisque c'est comme pour la France, c'est des puissances qui veulent conquérir d'autres territoires et pour être acceptés comme souverains de ces territoires nouvellement conquis, il faut une justice sur l'armée, parce qu'autrement, ça serait regardé comme des tyrans si on a toute la violence et tout ça. Donc, pour cette expansion de la Suède, aussi bien que de la France, il est très important d'avoir une justice militaire qui fonctionne et de l'introduire dans les territoires occupés. Bon, après la guerre de 30 ans, l'office de l'auditeur général est introduit dans l'armée impériale autour de la paix de Westphalie, puis dans l'électorat de Brandebourg. Là, il y a une première attente en 1638, mais finalement, ce n'est introduit qu'en 1651. Puis, les autres territoires allemands suivent, ainsi que l'Empire russe. Voilà, mon deuxième exemple, ce serait l'introduction des conseils de guerre en France. Comme j'ai dit au début de mon introduction, normalement, on a l'idée que la justice militaire à la française est un modèle un peu spécial, puisque avec la création de l'office du connétable au XIIIe siècle, il y a déjà une justice militaire dépendante du pouvoir royal, contrairement à autres puissances où la justice militaire est chez les chefs de compagnie ou des colonels, comme j'ai mentionné. Donc, je vous évoque les faits principaux de l'établissement de la justice militaire en France jusqu'à la fin du XVIe siècle pour pouvoir comprendre les réformes et l'introduction des conseils de guerre un peu plus tard. Donc, d'abord, il y a la création de l'office du connétable, puis l'érection du tribunal de la connétablie. Aussitôt qu'au XIIIe siècle, au cours de la guerre de 100 ans, les maréchaux de France obtiennent la juridiction sur le train. Plus tard, ils gagnent d'abord la juridiction sur l'armée en général et un peu plus tard, la maréchaussée devient responsable, comme vous savez, pour les cas prévôtés. C'est jusqu'aujourd'hui un peu comme ça.
mais là, en même temps, perd la juridiction sur l'armée qu'elle avait obtenue seulement 20 ans avant. Et depuis 1534, il y a la juridiction des prévôts des bandes. Et ça, c'est un premier petit exemple pour le fait que aussi la France s'oriente vers le modèle des autres puissances et armées, puisque on avait cette juridiction militaire royale dès le Moyen Âge, mais maintenant, au XVIe siècle, après la création des bandes par François Ier, on introduit le système un peu pareil aux Suisses ou au Lansquenet allemand, où il y a le prévôt, le Schultheiss, qui exerce la juridiction du régiment. Donc, on crée les postes des prévôts des bandes. Et puis, pendant la seconde moitié du XVIe siècle, les chefs des branches militaires réclament d'exercer la juridiction sur les soldats suivant le modèle des Lansquenets, suisses et allemands, comme j'ai dit. Donc, maintenant, c'est les colonels. C'est le colonel de l'artillerie, le colonel de la cavalerie et le colonel de l'infanterie, notamment le colonel de l'infanterie française. Pour les troupes étrangères, eux, ils ont leur propre juridiction. Et en 1584, c'est le colonel général de l'infanterie française qui devient le plus haut officier en justice militaire en gagnant le droit d'appellation sur la juridiction de l'artillerie et de la cavalerie. Voilà, ça c'est un peu la situation aussi au début du XVIIe siècle. Puis, dans les années 30 ou 40, j'ai pas de date exacte pour l'instant, furent introduits les conseils de guerre. Et ça change le système, encore une fois, d'une manière assez fondamentale. Selon le point de vue traditionnel de l'historiographie française dans ce domaine, les conseils de guerre, normalement, ne seront mentionnés que dans le contexte des réformes de l'armée faites par Louis XIV après 1661, c'est-à-dire surtout les ordonnances de 1661 et 1665. J'ai mentionné quelques exemples. Il y a l'article de Jean Chagnon dans le dictionnaire d'Ancien Régime, l'article de Michel Garec dans le dictionnaire de l'art militaire, le récit d'André Corvisier dans l'histoire militaire de France. C'est toujours un peu pareil. On ne dit jamais quand c'était vraiment introduit, mais on en parle dans le contexte de ces réformes. Et on réfère, selon mon opinion, toujours à l'étude de Louis André sur Michel Letellier et l'organisation de l'armée monarchique déjà parue en 1906. Et le problème avec cette vue générale présentée dans les manuels, c'est que Louis André lui-même donne des exemples pour des conseils de guerre déjà pendant les années 1740 et 1750. Comme ça, c'est définitivement plus ancien que Louis XIV, même si c'est peut-être un procès qui dure un peu plus longtemps. Il y a une seule opinion tout à fait différente, c'est celle de Gilbert Baudinier, ancien directeur du service historique de l'armée de terre à Vincennes, dans le dictionnaire du grand siècle. Lui dit que les conseils de guerre auraient existé déjà en 1684, quand ils étaient mentionnés dans une ordonnance d'Henri III. Mais le problème, c'est que, selon mon opinion, il s'agit d'une surinterprétation de ce document qui, en fait, ne dit que les officiers, je cite, doivent écouter l'opinion des officiers. Selon moi, ce ne peut pas automatiquement dire qu'il y avait déjà des conseils de guerre, surtout puisque
Je crois que c'est extrêmement improbable que les conseils de guerre auraient existé avant les années 60-30, puisque le Code Michaud, grande ordonnance de 1729, contenant des règles détaillées concernant la justice militaire, ne mentionne pas de conseil de guerre. Et s'ils avaient existé à l'époque, je suis assez sûr qu'on devrait les retrouver là-dedans, puisqu'il y a vraiment des règlements très, très détaillés. Celui qui est le plus proche, comme je crois, c'est notre président de la séance, David Parrott, qui, dans son étude sur Richelieu's Army de 2001, il a remarqué que les conseils de guerre sont déjà mentionnés dans les années 60-30, surtout dans un traité intitulé « La justice militaire de l'infanterie », c'est un très long titre, écrit par un certain Laurent de Ville, publié en 1633, et ce Laurent de Ville est maître de camp et probablement un client de Richelieu. Ce que je veux vous montrer, que le procès de l'introduction des conseils de guerre se produisant dans les années 30, probablement, lui aussi est un procès qui se fait d'après les modèles d'autres puissances. C'est plus ou moins lié, probablement plus ou moins directement, à la suppression de l'office du connétable en 1627. Puis il y a le Code Michaud. Comme je disais, probablement il n'y avait pas de conseil de guerre avant. En 1633, il y a ce traité de Laurent de Ville, mais si on le lit attentivement, ce que j'ai fait, puisqu'il y a un exemplaire à la bibliothèque de Dresde, ce qui m'a donné la chance de pouvoir le voir il y a quelques ans, ce traité ne parle pas de conseil de guerre existant en France à l'époque, mais donne plutôt une idée générale de conseil de guerre et puis nomme des exemples d'autres puissances, parmi eux, par exemple, la Savoie et le Saint-Empire. Et puis, il doit y avoir une discussion en France, je crois, si vous pensez aux misères de la guerre de Jacques Callot, qui date aussi de 1633. Je suis vraiment convaincu qu'il y a une discussion sur une réforme de la justice militaire à cette époque-là, par des raisons, comme j'ai dit, aussi comme pour la Suède, pour avoir dans la guerre une justice militaire qui fonctionne et en même temps de garantir une influence royale sur la justice militaire qui, dans ce cas-là, des conseils de guerre, est garantie par le fait que l'intendant à l'armée ou les commissaires de guerre peuvent siéger dans les conseils de guerre. Donc, puis, très brièvement, c'est ce que j'ai trouvé dans les sources. Là, les conseils de guerre sont mentionnés la première fois en 1637 et 8 dans la correspondance du secrétaire d'État à la guerre. Et puis en 1638, il y a la première mention officielle des conseils de guerre en France dans le règlement fait par le roi pour rétablir un bon ordre en la discipline et police de toute sa cavalerie. Et il y a plus ou moins le même règlement en 1644 pour l'infanterie. Et finalement, en 1646, pour la première fois, la procédure des conseils de guerre est fixée par un règlement. Donc, c'est les années 30 et 40 où se déroule ce procès d'établissement des conseils de guerre sous Louis XIII et pas sous Louis XIV. Mais après, comme vous savez, il y a la Fronde. C'est très invraisemblable que le système de justice militaire aurait vraiment fonctionné à cette époque-là, je crois. Donc, c'est Michel Le Tellier qui recommence à réformer cette forme de juridiction militaire. Alors, mon dernier point,
qui est peut-être le plus intéressant, c'est la formation d'un savoir professionnel de droit militaire qui se produit en Allemagne entre 1630 et 1723-30 aussi. Et il s'agit des collections de droits de guerre de plusieurs puissances sous le titre de Corpus Juris Militaris. Et vous voyez, encore très brièvement, le premier droit de guerre qui porte ce titre de Corpus Juris Militaris paraît en 1632. C'est un droit de guerre néerlandais, hollandais, c'est dit, et c'est publié par un juriste, Petrus Pappus von Tratzberg, et cette collection ne contient pas seulement le droit de guerre néerlandais, mais aussi les articles de guerre de Maximilien Ier pour l'armée impériale et la Carolina, c'est-à-dire le code pénal du Saint-Empire datant de 1532. Alors, en 1644, il y a une seconde édition du précédent, cette fois augmentée par les droits de guerre suédois et danois, c'est clair, au temps de la guerre de 30 ans, c'est les deux puissances qui se mêlent dans la guerre depuis les années 20. Il y a une troisième édition en 1657, cette fois augmentée par des articles suisses, et il y a une quatrième édition en 1674. Cette collection est enrichie par des droits de guerre maritimes et un règlement pour les vivandières. Puis en 1672, il y a le Brandenburgisches Kriegsrecht d'Eberhard Heuer, ça c'est l'auditeur général du Brandebourg. Et cette collection, cette fois, contient les droits de guerre du Brandebourg, les droits de guerre impériaux, suédois, danois, polonais, hollandais, suisses, et finalement les ordonnances de Louis XIV de 1661 et 1665. Et là, il y a aussi une nouvelle édition encore augmentée en 1687. Puis, il y a une variante de cela, encore une fois augmentée par le droit de Brunswick, de la Hesse, du Palatinat et du Württemberg. En 1693, il y a un autre auditeur général, le successeur de Heuer. Lui aussi, il fait une nouvelle collection, encore augmentée par le droit d'Hanovre, de Lüneburg-Zelle et de l'Angleterre, et pas des procédures maintenant très détaillées pour les tribunaux de guerre, comment les faire et tout ça. Puis en 1700, encore une nouvelle édition augmentée par une collection de cas de différents tribunaux militaires. Et là, c'est très intéressant puisque avant, on a seulement rassemblé les droits, les articles de guerre. Mais maintenant, on y ajoute des vrais cas, des procédures, des tribunaux pour montrer aux collègues, on pourrait dire, aux collègues auditeurs et auditeurs généraux, des cas de droit militaire et de code pénal ou de tribunaux pénaux militaires. Et ce qui est très intéressant aussi à ce point, c'est qu'il y a des cas, par exemple, où les droits du Brandebourg ne sont pas suffisants pour juger d'un certain délit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre droit de guerre qui, selon notre pensée moderne, n'est pas valide ou valable pour ce territoire-là, mais on le fait quand même. On dit, par exemple, en France, on fait comme ça, donc nous, on n'a pas de règles pour ce délit, donc on fera comme les Français. Alors, vous voyez, il y a vraiment un très vif échange culturel et un transfert de savoir. Puis finalement, en 1723, il y a le dernier titre, c'est pas la dernière collection de cette sorte-là, au 18e, mais il y en a encore
un grand nombre, mais c'est la dernière qui porte ce titre de Corpus Juris Militaris dans ce Verlag des Heiligen Römisches Reichs, c'est-à-dire du Saint-Empire. Et c'est assez fameux, c'est de Johann Christian Lünig. C'est une des collections de base vraiment pour l'histoire militaire et le droit militaire du XVIIIe siècle, et ça existe dans beaucoup d'exemplaires dans les bibliothèques allemandes. Et encore, le tome 2 contient les droits militaires des puissances étrangères les plus importants, y compris maintenant même l'Espagne et le Portugal. Pour conclure, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer que toutes ces réformes de justice militaire et l'établissement d'une justice militaire et d'un droit militaire se passent par un échange culturel et pas des transferts de savoir. C'est jusqu'ici, c'est pas très bien connu, je crois. Et pour l'instant, c'est plutôt des petits exemples, mais j'espère que un jour, je peux expliquer ça peut-être un peu plus en détail. Pour l'instant, je vous remercie pour votre attention. Merci.